Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de la Chine, bien sûr, et de cette question. Est-ce que la Chine est en train de vivre un nouveau souffle? Nous en parlons avec Ariel Wang, qui est gérante chez GEMO Asset, spécialiste de l'investissement dans les émergents. Ariel, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup d'être avec nous. Rafale de questions pour que vous nous disiez ce que vous comprenez de ce plan de soutien ou de ce plan de relance chinois sur la partie monétaire, sur la partie budgétaire également. Qu'est-ce qu'il y a de différent dans ce package de mesures annoncé depuis fin septembre jusqu'à aujourd'hui par rapport au package précédent? Quels sont les objectifs visés? Et quels sont les impacts, alors qu'on a déjà vu, mais les impacts qu'on peut encore attendre de ces efforts chinois pour soutenir l'économie? Merci beaucoup, Grégoire. Effectivement, sur le marché chinois, c'était incroyable ce qui se passe depuis fin septembre, en fait, depuis le 24 septembre. Tout d'abord, il y avait des annonces de mesures, en fait, de la part de Banque centrale avec d'autres autorités, en fait, de manière complètement inattendue. Il faut rappeler que le contexte macro en Chine, c'était très dépressif. Vraiment, je pèse mes mots, c'était vraiment très difficile. Parce que, en fait, en début septembre, en cours, on a vu pas mal de données macro, en fait, qui sont vraiment très, très décevantes malgré les attentes faibles. Donc, en fait, la Banque centrale, juste quelques jours après la baisse de taux de Fed, a annoncé effectivement une baisse de taux, donc à la fois taux directeur, taux de réserve, aussi taux hypothécaire pour booster le secteur immobilier. D'ailleurs, ils ont aussi annoncé, en fait, de manière très surprise, en fait, un plan de soutien pour le bourse. Donc, ce 800 milliards de yuan, donc à peu près 114 milliards de dollars, pour booster les actions chinoises. Les entreprises sont incitées à racheter leurs actions, les brokers sont incités à mettre en place des mécanismes pour soutenir les marchés actions, etc. Tout à fait. En fait, c'est tout à fait comparable Value Up en Corée ou au Japon. C'est la même logique. D'ailleurs, on était aussi très surprise, parce que vraiment très très inattendu, c'est que 2 jours plus tard, il y avait une réunion extraordinaire de Politburo. Ouais. En fait, le Politburo se retrouve une fois par mois en Chine. Normalement, ils parlent de sujets économiques en avril, en juillet et souvent aussi en fin d'année. Donc, en septembre, en fait, président Xi de présider cette réunion et pour mettre en accent de nouveau sur croissance économique, c'est vraiment inattendu. Qu'est-ce qui se passe réellement? C'est que d'abord, le gouvernement a vraiment envie de renverser le momentum très négatif de macroéconomie. Il faut dire que jusqu'au deuxième trimestre cette année, la Chine en fait était dans une période déflationniste. Donc ça fait 5 trimestres ça dure. Donc c'est vraiment la période la plus longue depuis les années 90. Donc il y a un vrai risque parce que non seulement la croissance, l'objectif de croissance de 5% cette année est au risque, et en plus ça met en danger toute la demande domestique. Ça veut dire les consommateurs ou les entreprises, ils ont tout un intérêt de repousser ou retarder les investissements et les consommations. Tout à fait. Ils ont eu peur, c'est ce que vous dites. Mais peur pas comme d'habitude. Vraiment là, il y a eu quelque chose. Alors, est-ce que c'était un mouvement de panique d'annoncer ce package? Vous-même, vous le dites, on a été très surpris. Je crois que vous étiez même sur le terrain en Asie quelques semaines ou quelques mois avant. Vous ne pressentiez pas ce genre d'annonce à ce moment-là, un mois ou un mois et demi avant, Ariel? Alors, avec en fait Bruno, nous sommes allés plusieurs fois cette année en Chine. Donc, moi, personnellement, j'étais en août en Chine, en vacances. Bruno y était pour une conférence en septembre. Effectivement, c'était vraiment l'effet surprise. Là où il faut rappeler aussi pourquoi le gouvernement a vraiment précipité de faire toutes ces annonces, parce que les données de chômage de jeunes entre 16 ans et 24 ans, près de 20% de chômage. Tout à fait, 18,8% pour le mois d'août. En fait, ça a accéléré parce que la tendance négative, parce qu'on était à 17% au mois de juillet. Et après, municipalité, c'est vrai que historiquement, ils sont très dépendants de financement, en fait, provient de vente des terrains. Donc, c'était 40% de budget. Et aujourd'hui, comme la crise immobilière, en fait, n'a toujours pas été résolue, donc ces municipalités qui sont déjà très endettées, en fait, n'ont pas de solution pour faire face. C'est pour ça, face à cette crise sociale, le gouvernement a dû intervenir. Vous avez cité effectivement le début des annonces à partir du 24 septembre. Effectivement, ça vient une semaine après la baisse de taux de 50 points de base de la Réserve fédérale américaine. Est-ce que ça aussi, j'allais dire, dans le timing des annonces, est-ce que le fait que la Fed ait baissé ses taux de 50 points de base, est-ce que ça a pu permettre aussi aux autorités chinoises peut-être de délivrer l'ensemble de ce package ?
C'est vrai. Très probablement, en fait, grâce à la décision de la Fed, la Banque centrale chinoise... Ça a ouvert un chemin, quoi. Tout à fait. Et d'ailleurs, l'annonce de taux, de baisser de 20% de taux directeur, c'était supérieur par rapport aux attentes. Ouais. Quels sont les objectifs ? C'est-à-dire, qu'est-ce que veut voir le gouvernement chinois des effets de ce plan ? Moi, j'ai en tête alors la traduction d'une phrase du gouverneur de la Banque centrale chinoise, la PBOC, qui dit « Nous voulons ramener une stabilité de l'économie chinoise et un rebond modéré des prix ». Oui, tout à fait, parce que ce gouvernement est très, je dirais, prudent. En fait, ils ont très peur de créer des excès. C'est pour ça, en fait, tant qu'il y a des risques en fait, à long terme, ils font attention. Donc aujourd'hui, je pense que le premier objectif, c'est vraiment de booster la confiance, que ce soit au niveau de ménages, aux entreprises ou des investisseurs, pour créer plus d'emplois, afin de créer plus de stabilité sociale. Et après, à moyen long terme, probablement, c'est toujours l'objectif de Xi, c'est de créer en fait ce indépendance économique. Ouais. Est-ce qu'ils ont laissé la porte ouverte à d'autres mesures si nécessaire ? Alors, il y a évidemment, j'imagine, l'horizon de l'élection présidentielle américaine pour la Chine, mais pour tout le monde, de toute façon. Savoir ce qui va sortir des urnes aux États-Unis, peut-être pour ajuster des positions internationales, commerciales, politiques. Mais au-delà de ça, est-ce que les autorités ont laissé la porte ouverte à d'autres volants de mesures si nécessaire ? Tout à fait. En fait... Justement, le gouvernement est très clair là-dessus, c'est que dans un premier temps, il y aura de boost au niveau de dépenses, en fait, de déficit social. Donc, notamment, on attend plus d'aide en fait, à la consommation, mais aussi en termes d'investissement et financement de municipalités. Et surtout, à moyen long terme, il y a des possibilités aussi, il y aura plus de mesures concernant les réformes. D'accord. Ouais. Réforme plus structurelle. Exact, que ce soit le terrain, que ce soit le livret, le fameux hukou, le système social. De sécurité aussi. sociale, ouais, d'accord, je comprends. Il y a effectivement l'horizon conjoncturel et l'horizon structurel pour la Chine dans ce programme. Sur le signal de marché, vous l'avez dit au tout début, Ariel, la réaction des marchés a été incroyable sur les annonces. C'est un signal de marché qui est puissant, c'est-à-dire c'est un signal solide, parce que, autant vous dire, et vous le savez mieux que moi, ça fait quand même déjà une bonne paire d'années qu'on parle de la Chine sur le plan de l'investissement comme étant peut-être une zone ininvestissable, comme disent les anglo-saxons. Est-ce que là, la perception change et est-ce que le signal de marché est un signal fort? Alors, c'est vrai que depuis l'annonce, nous avons connu un rallye extraordinaire sur le marché chinois. Donc, d'abord, le marché de Hong Kong, si on regarde par rapport au point bas le 11 septembre, le marché a repris 35%. Jusqu'à hier, ça a corrigé ce matin de 9% parce que le marché domestique, le marché A, qui était fermé pendant une semaine de Golden Week, est rouvert aujourd'hui. Donc, on voit il y a probablement un peu de prise de profit à Hong Kong et pour favoriser le marché domestique qui est plus sensible normalement aux politiques de soutien du gouvernement. Et on a vu ce matin, donc le marché A ouvert avec une hausse de 6%. Et donc, ça fait aussi une performance d'à peu près 35% depuis le 11 septembre. Et en termes de volume, alors là, c'est vraiment assez extraordinaire parce que le 30 septembre, le dernier jour de trading sur le marché domestique, le volume atteint 370 milliards de dollars. Donc, ça fait 3,5 fois en fait, le moyen journalier de cette année. Or, aujourd'hui, premier jour de trading après Golden Week, marché A passé à 500 milliards de dollars. Donc, bien sûr, face à cela, c'est très difficile. C'est de grandes volatilités de marché, très très puissant. Et d'ailleurs, pour notre univers émergent, en fait, si vous voulez, le poids de la Chine a passé de 25% en fin de mois d'août et à aujourd'hui presque de nouveau 30%. Donc, pour les gérants, je dirais, c'est très difficile de ne pas investir en Chine. Puisque tout le monde est sous-pondéré la Chine, presque tout le monde, je pense, donc de probablement 2% dans les fonds émergents jusqu'à fin août. Donc aujourd'hui, effectivement, on a incentive de acheter de plus. Et ça, c'est un moteur pour la suite. Le fait que les gens soient très sous-pondérés, qu'on a eu ce mouvement de marché très fort, avec effectivement pour des gestions benchmarkées, la complexité de suivre quand même le poids de la Chine. Vous dites ça peut alimenter quand même des flux pour quelques temps au moins vers le marché chinois? On va voir, en fait...
ce qui se passe, c'est pour l'instant, on a vu le flux très fort provient essentiellement des hedge funds, probablement. Ouais. Là, on est, en fait, c'est très difficile de se positionner dans un marché tellement volatile. Ouais. Mais là où c'est intéressant aussi, c'est qu'on a vu une forte participation de retail. Si vous voulez, la semaine dernière, on a eu 2 millions de comptes ouverts, rien que sur le marché domestique chinois. Donc, avec cela, on peut aussi espérer 20 à 30 milliards de dollars de flux entrant sur les semaines à venir. Ouais. Quand on investit quand même dans des logiques de moyen-long terme, Ariel, qu'est-ce que ça implique pour vous chez GMO Asset de la position de la Chine dans les portefeuilles pour 2025 ? Est-ce que c'est un bon trade ? Est-ce que ça peut être un vrai trade positif pour 2025 au sein de la sphère émergente ? Ou est-ce qu'on peut trouver mieux à faire ailleurs, Ariel ? Je dirais pour les longs comme nous, en fait, le mémoire est un peu plus long. Donc, on a bien sûr besoin de voir plus de mesures concrètes pour vraiment changer en fait notre attitude vis-à-vis de la Chine. Mais à court terme, la Chine, sur les 6 mois à venir, la tendance chinoise est très intéressante, c'est très constructive. Probablement, il y aura toujours de fortes volatilités, mais par contre, si on regarde en termes de ratio Sharpe, donc ça sera vraiment une amélioration par rapport à ce qu'on a vu ces 2 dernières années. Dernière question, ce qui se passe aujourd'hui en Chine, est-ce que ça concerne avant tout la Chine, uniquement la Chine, ou est-ce qu'il y a des effets d'entraînement encore de la Chine, alors sur sa zone asiatique, et pourquoi pas peut-être jusqu'en Europe, à travers l'Allemagne, mais déjà sur la zone asiatique, où la Chine est très influente, est-ce qu'il y a des effets d'entraînement à attendre sur d'autres pays et d'autres marchés émergents ? Alors, au niveau de déjà performance boursière, bien sûr, déjà la baisse de Fed, et après, avec le stimulus chinois, c'est un vrai boost pour tous les émergents actifs, l'ensemble pour la classe d'actifs émergents. D'ailleurs, émergents, si vous regardez les performances d'indices, donc ça a presque doublé en mois. Bien sûr, c'est en ligne pour l'instant, c'est avec le marché global depuis le début de l'année, mais si vous regardez la tendance long terme, en fait, on est toujours sous-performé. Très en retard. Et donc, ça, c'est intéressant de ce point de vue. Après, en termes de demande, c'est vrai que la Chine est quand même une très grande économie, le 2e au niveau mondial. Donc, aujourd'hui, si on voit que le momentum de croissance est en train d'améliorer un peu en Chine, c'est très positif pour tous les pays exportateurs, que ce soit Brésil, l'Indonésie ou des exportateurs de matières premières. Mais aussi, c'est positif pour les pays comme Thaïlande, qui est très dépendant de tourisme chinois. Il faut dire que en 2019, en fait, 11 millions de Chinois ont visité Thaïlande. Pour l'instant, c'est le premier semestre, on a vu 6 millions, donc on n'a pas encore normalisé. Donc, si les Chinois reviennent, puisque ce sont des grands shoppers, grands voyageurs, donc c'est très positif pour l'économie. Et bien sûr, après, on peut ajouter aussi, c'est que si la croissance chinoise s'améliore, il y aura moins d'effet dumping, parce que cette année, si vous regardez dans le secteur acier, par exemple, c'est 1 million d'exportations chinoises d'acier, donc c'est très difficile pour d'autres pays. Moins besoin d'exporter, d'exporter aussi massivement que ce que la Chine fait aujourd'hui. Merci beaucoup, Ariel. Merci pour cet éclairage spécifique sur la Chine. Ariel Wang qui était avec nous en plateau, gérante, spécialiste des émergents chez GMO Assets.